Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'enregistre quelques heures après la présentation officielle de cette nouvelle voiture, la Renault R5. Alors ça m'a permis de prendre un petit peu le temps de me dire ok, qu'est-ce que j'aime moins bien, même qu'est-ce qui me fait carrément peur par rapport à cette voiture. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, on va parler de ses caractéristiques, vous allez voir. J'aurai besoin de vous aussi parce que vous allez voir, mon avis n'est pas vraiment tranché, donc j'ai envie d'avoir vos avis en partie commentaires. Il va falloir bombarder de commentaires aujourd'hui, les amis. Et puis, je voulais quand même vous remercier parce qu'on a été 400, aux alentours de 400 lors de cette présentation pendant le live. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu partager ça avec vous. Puis, un petit message pour vous qui découvrez la chaîne avec cette vidéo. Si vous vous intéressez donc à cette vidéo, si vous vous intéressez à la Renault 5, peut-être à la voiture électrique en général, sachez qu'ici on parle énormément de voitures électriques et de son écosystème. Moi, ça fait 10 ans que je roule en électrique. Je vous fais partager mes petits tips par rapport à cette voiture électrique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. Comme ça, notamment, vous ne manquerez pas l'essai sur route de cette voiture électrique. Et puis, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été encore annoncées par Renault. Donc, ça nous permettra de revenir et d'en rediscuter dans les prochaines vidéos, les amis. Alors avant de parler de la voiture en détail, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc hier, il y a eu la présentation de cette voiture que l'on attendait depuis environ 3 ans. Elle a été présentée lors du Salon de Genève en présence de Luca De Meo, donc le directeur de Renault, ainsi que Gilles Vidal, une des personnes qui est en charge du design chez Renault. Et puis on a eu aussi d'autres intervenants qui nous ont parlé de cette voiture. Alors, Renault espère que ça va être un énorme succès, je l'espère aussi pour eux. J'espère que ça sera un énorme succès en termes de vente et en termes aussi d'image avec, vous savez, cette fameuse Renaulution. Donc voilà, on va faire peut-être du neuf avec du vieux et je m'arrête tout de suite ici. Ça sera l'objet du débat à la suite de cette vidéo. Je vais revenir rapidement dans les caractéristiques techniques. C'est une voiture qui est clairement citadine, une petite voiture de ville. On est à moins de 4 mètres, 3,92 m de long. Pour une largeur de 1,77 m, la hauteur c'est 1,50 m, un volume de coffre qui est quand même pas mal, 326 litres, même si vous allez voir, il y a quand même un truc qui me chagrine par rapport au coffre. Il va y avoir 2 batteries différentes sur cette voiture. Au lancement, on aura une seule première batterie qui sera de 52 kWh. On aura 400 km d'autonomie, un moteur de 110 kW équivalent de 150 chevaux. On pourra faire le 0 à 100 en 8 secondes. Côté recharge, bien évidemment, une prise type 2, la prise officielle européenne. On pourra charger en 11 kW. Là, premier petit warning, je me dis 11 seulement, pourquoi pas 22 comme la Zoé? Ça a été quand même le truc chez Renault. On nous a vendu du 22 kW, on a installé des bornes 22 kW un petit peu partout, notamment pour Renault et pour la Zoé. Et puis là, on downgrade un petit peu avec du 11 kW. Donc, je ne sais pas si vous avez l'information. Premier commentaire, dites-le moi. On va quand même pouvoir charger, heureusement, en charge rapide courant continu, donc avec la prise CCS à 100 kW. Alors attention, 100 kW, ça ne veut pas dire qu'on va charger à bloc à 100 kW. On aura une courbe de recharge, ça on pourra le voir dans les différents tests. Mais ils nous disent entre une demi-heure pour faire du 20-80, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres voitures. Donc, on se dit rapidement que ça va être dans les 50-60 kW certainement en moyenne, ce qui peut être pas mal, mais en tout cas rien de révolutionnaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, sachant que la voiture sort fin d'année, septembre, quelque chose comme ça, 2024, donc on va dire une montée en cadence en 2025. L'année prochaine, justement, il y aura une nouvelle batterie qui va sortir, donc une 40 kWh, avec 2 motorisations cette fois-ci, une motorisation 90 kW et une autre à 70 kW. Ces 2 versions offriront 300 km d'autonomie, mais attention, il n'y aura que le moteur de 90 kW qui aura un CCS. Pas de charge rapide sur l'entrée de gamme, donc celle qui doit être vendue à partir de 25 000 €. Déjà là, gros warning, est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière tout ça? Ça me paraît quand même assez aberrant que fin 2024, début 2025 ne soit pas d'office la charge rapide. Donc moi, ça déjà, ça me sidère. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour baisser les coûts, pour nous dire ah ben on va vous vendre une voiture à 25 000 € déjà qui sort pas au départ, déjà ça m'embête un petit peu. Et puis après, n'aura pas le CCS. 2025, pas de CCS, ça me paraît vraiment aberrant. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. On va parler d'abord des points positifs. Vous allez voir, les points positifs, il y en a quand même pas mal sur cette voiture. Alors, la première chose que je dois saluer chez Renault, c'est l'audace. C'est ce que j'avais dit déjà avec la Renault Twizy et même avec la Zoé à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans. L'audace de sortir une voiture 100% électrique et de ressortir une icône, la R5. Donc ça, bravo Renault d'avoir osé avec un look, avec un design que vous avez vu, qui est peut-être, on va le voir après, peut-être
un petit peu too much, mais en tout cas, bravo d'oser sortir cette voiture très proche du concept car. Je trouve ça vraiment pas mal. Autre chose, c'est une voiture donc compacte et ça fera plaisir à notre ami Anne Hidalgo et à notre ami aussi Jean-Marc Jancovici. C'est-à-dire que c'est une voiture qui va être assez légère, 1 tonne 450 pour la plus grosse batterie et 1 tonne 350 pour la batterie de 40 kWh. Donc ça c'est bien. Autre point majeur, j'ai envie de dire, elle est faite en France, à Douai. Vous savez, c'est là qu'il va y avoir une réindustrialisation, notamment avec des usines de batteries, des gigafactories de batteries. Donc ça, c'est bien. Renault nous dit qu'aujourd'hui, on est à peu près à 80% des pièces qui sont sourcées à moins de 300 km de l'usine de production. Et je pense qu'ils veulent monter au-delà, notamment avec le moment où ils produiront la batterie, les cellules sur place. Donc une petite citadine avec 400 km, eh bien c'est pas mal. C'est ce que l'on avait avec la Zoé depuis déjà un bon petit moment. Donc là aussi, bien finalement, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui me dérange quand même dans ce discours qu'il y a eu, c'est qu'ils ont vraiment appuyé sur le fait c'est une petite voiture, une voiture pour la ville, donc une voiture qui ne va pas forcément faire de la route. Donc on aura toujours le contre-argument des gens qui vont dire ouais mais moi j'achète une voiture à 25 000 €, je veux pouvoir traverser la France. Donc ça c'est toujours un petit peu ambigu, même s'ils vont sortir le Scénic, ils ont sorti la Mégane, qui sont quand même des voitures qui permettent de faire des grands trajets. Donc ils ont enfin compris chez Renault que la voiture électrique doit être faite aussi pour faire des longs trajets. Mais voilà, là, on l'a un petit peu cantonné à un rôle de petite citadine. Et ça, moi, ça me dérange parce que dépenser 25 000 €, on a envie quand même, comme je vous dis, de pouvoir aller partir loin. Donc on verra bien. Je vous disais tout à l'heure, le coffre est acceptable pour une citadine, même si on a vu sur différentes vidéos et des photos qu'on a quand même une grosse marche pour aller dans le coffre, donc ça sera peut-être pas des plus pratiques. Moi je préfère le plancher plat. Donc on a quand même beaucoup de matériaux recyclés, ils l'ont dit pendant la présentation, Exit, maintenant le cuir animal, c'est du cuir synthétique. Donc ça c'est bien, des matériaux sourcés, recyclés dans les voitures. Ça on en a besoin et ça on aime. Alors une critique que pas mal de personnes ont faite, et moi pour une fois je vais défendre Renault. On la critique parce que ce n'est pas une batterie LFP, donc lithium fer phosphate, avec toutes les qualités qu'on connaît. C'est ici une chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Alors pourquoi ils ont choisi ça? Moi je pense que c'est quand même une assez bonne idée parce qu'ils nous l'ont dit, c'est une voiture petite, compacte, citadine, donc il ne doit pas faire des centaines de milliers de kilomètres par an. Et du coup, la NMC permet d'avoir une meilleure densité énergétique. Et forcément, quand on veut avoir une petite voiture très compacte, eh bien, on choisit la chimie NMC. Donc, ok, c'est quand même recevable comme argument de la part de Renault. Même si, attention, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, eh bien, il y a d'autres chimies qui existent. LFP, on en a parlé. Et puis surtout maintenant, la sodium-ion. Et ça, c'est des voitures qui vont être équipées de ces batteries qui vont coûter vraiment pas cher et qui sont censées taper sur le marché de la citadine. Donc attention quand même, Renault, faites gaffe. Quelque chose qui est très bien, et ça, ils s'arrêtent de réinventer la roue avec des systèmes infodivertissement qui ne marchent pas parce que c'est pas leur métier de faire du logiciel, de faire de la tech. Ils ont utilisé, et ça c'est encore bien, le système Google Automotive avec le planificateur, et il me semble qu'il y aura aussi du préconditionnement dans la voiture, donc ça c'est cool pour pouvoir avoir une charge à puissance maximale quand on va faire des grands trajets, et un planificateur digne de ce nom parce que j'ai testé le planificateur Google et je dois vous dire que ça marche vraiment pas mal, quoi. Autre point super intéressant, on nous a parlé hier du plug and charge, c'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous la branchez à la borne et ça y est, ça charge, pas besoin de carte, pas besoin d'identifiant, ça marche tout seul, ça on est directement débité de la carte bleue. Alors attention, est-ce que c'est du vrai plug and charge qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, n'existe pas? Ou est-ce que c'est de l'autocharge? J'en sais rien, mais si c'est du vrai plug and charge, eh bien ça serait une petite révolution. Ça serait à mon avis une des premières voitures qui aurait ce véritable système, donc ça c'est cool. Une dernière chose qui a été annoncée et qui pour moi a été balayée, juste droppée comme ça, et qui a été survolée alors que en tant que fan d'énergie renouvelable, en tant que fan de tout l'écosystème qui va avec la voiture électrique, eh bien je pense qu'ils auraient dû vraiment appuyer là-dessus. Et je suis ultra frustré. Et ça fait partie des gros moins de cette présentation. Le véhicule to load, véhicule to grid. On nous dit que cette voiture est compatible avec ces systèmes, notamment le véhicule to grid. Et en fait, on n'a quasiment pas d'informations. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est ouais, ok, alors vous pourrez économiser 50% sur votre recharge grâce au véhicule to grid. Quoi? Comment?
quel logiciel, fais-nous voir comment ça marche concrètement. Il y a plein de choses à dire sur le peer-to-peer de l'énergie, le partage de l'énergie. Vous avez mis une plateforme en route. Comment, il va y avoir plein d'infos par rapport à ça et on les a pas eu. La seule information que j'ai réussi à glaner, j'espère qu'elle est correcte, c'est une puissance, alors je sais pas si c'est que en V2L ou c'est aussi en véhicule to grid, mais de 3,7 kW, donc en 16 ampères en sortie. Donc voilà, j'espère en avoir beaucoup plus d'informations dans les semaines et dans les mois à venir, parce que pour moi, ça c'est une vraie révolution. Le mariage de la voiture avec le secteur de l'énergie, c'est ce qui fait la disruption. Et je vous mets ici la petite carte de ma vidéo sur la disruption vue par Tony Seba. Je pense que vous comprendrez mieux aussi ma frustration. Je vous mets aussi en description la vidéo qu'on a pu faire avec notre ami Laurent Schmitt, où on parle de véhicule to grid avec la borne décibel. Je pense que ça sera la grosse révolution de la voiture électrique et de l'énergie dans les mois et dans les années à venir. Maintenant, place aux gros moins et aux interrogations. Alors, les gros moins, le premier gros moins, c'est qu'il n'y a pas le one pedal driving sur cette voiture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, eh bien, il y aura du rampage. La voiture, quand vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, elle va faire de la régénération, ça c'est le truc classique, mais elle ne va pas vous amener au zéro. Elle ne va pas se bloquer complètement, donc il faudra quand même appuyer sur la pédale de frein pour freiner. Et franchement, une voiture qui sort fin 2024, début 2025, ne pas avoir cette option, je ne comprends vraiment pas. D'autant qu'ils ont dit que ça va arriver, mais en 2025. Donc si vous êtes early adopter, vous aimez cette voiture, vous voulez l'acheter, quand elle va sortir, vous ne l'aurez pas et ça ne sera pas une mise à jour logicielle qui vous permettra de pouvoir l'utiliser. Donc je ne comprends pas. Franchement, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Une autre chose que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de coffre avant. Alors on nous dit qu'on va avoir un moteur synchrone à rotor bobiné qui est plus compact, mais il n'y a pas de frunk. Comment tu peux aujourd'hui faire une voiture électrique avec un skateboard, ok, tout va bien, mais ne pas avoir de frunk? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Quand on a autant travaillé sur le design de la voiture, je vais vous en reparler juste après, et ne pas penser à ça, moi, ça m'hallucine. Donc, dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ces deux éléments. Une autre chose qui m'a vraiment gêné, et que là, qui est plus dans l'interrogation, c'est qu'on ne nous a pas parlé du prix. Alors, je me dis que ne pas parler du prix, c'est peut-être un très mauvais signe. Et ça peut-être que ça veut dire tout simplement que eh bien, le prix va être plus haut que l'on espérait et que s'ils avaient donné les tarifs des voitures, eh bien, ça aurait fait redescendre la hype lors de la présentation parce que tout le monde était là, ouah, elle est magnifique, c'est génial, elle me fait repenser à la voiture de mes parents, elle me fait repenser à la voiture de mes jeunesses, ici et là, et regardez quand on la regarde de 3/4, quand on la regarde de devant, et ça reprend la turbo, et ça reprend l'élément de la voiture qui est sortie en 77 en édition limitée. Ok, pour moi, c'est tous des trucs qui me passent totalement au-dessus de la tête, je dois bien avouer, et du coup, avoir le prix, je me dis, c'est peut-être qu'il y a une raison derrière tout ça. La chose suivante colle avec ça, apparemment la version à 25 000 €, c'est la version 300 km, avec la batterie donc de 40 kWh, et le moteur de 70 kW, et qui n'a pas de charge rapide. Donc finalement, quand on enlève ça, moins ça, moins ça, moins ça, moins ça, bah oui, on arrive à une voiture de 25 000 €. Mais peut-être que c'est pas ce que les gens attendaient et donc du coup il y aura peut-être une grosse frustration par rapport à ça. Là aussi j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc moi l'idée c'est que je me dis est-ce qu'ils n'ont pas tout misé sur l'esthétique? Parce que l'esthétique est très réussie effectivement. Le côté nostalgie, le côté rétro-marketing fonctionne très bien. Ils se sont certainement basés sur ce qui s'était fait avec la Fiat 500 puisque Luca De Meo avait participé à la nouvelle Fiat 500. Donc ça marche très bien chez Fiat. Donc peut-être qu'ils cherchent ce côté néo-rétro. Mais est-ce que c'est pas trop? Et puis le côté, on est à 100 ou 110% du concept car. Est-ce que ça va pas marquer une lassitude? Franchement, parce que quand on regarde la voiture, il y en a vraiment de partout. Des petites références, des petits easter eggs, c'est vraiment partout. Mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça va pas lasser les gens? Et est-ce que, en fait, je me dis, un concept car, c'est vraiment la température du moment, la température des designers du moment. Et si les concept cars n'arrivent pas aboutis en version de série, c'est peut-être qu'il y a une raison. Je me dis, cette voiture, quand on va la voir au départ, elle va nous paraître très très belle parce qu'elle va choquer, elle va nous rappeler des choses. Mais est-ce qu'elle va pas lasser au bout de 2, 3, 4, 5 ans? C'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pour ça que je vous ai dit dans cette vidéo, j'ai vraiment besoin de votre avis, les amis. J'avais quasiment oublié ça. Il y a eu des vidéos où on voit les gens qui montent dans la voiture et quand ils sont en place arrière,
eh bien, ils n'ont pas la place de mettre les pieds sous les sièges avant. Je me dis, attends, comment tu peux faire une voiture aussi bien réfléchie, aussi bien aboutie? C'est vrai, me faites pas dire ce que je dis pas, elle est très jolie, elle est bien aboutie dans ce qu'ils ont voulu faire, créer une nouvelle R5 avec les codes d'aujourd'hui, c'est très bien fait, c'est même bluffant. Mais comment tu peux ne pas faire en sorte que les gens qui sont à l'arrière puissent mettre les pieds sous les sièges? Donc les 3 points que je ne comprends pas, c'est cette histoire de siège, cette histoire qu'il n'y a pas de frunk et cette histoire qu'il n'y a pas de one pedal driving sur les voitures qui vont sortir, sachant que tu vas le faire juste après. Donc moi ça fait vraiment partie des choses, c'est croix rouge dès le départ et je me dis non, je ne vois pas acheter ce genre de voiture, quoi. Donc idem aussi pour les sièges à l'arrière. Quand on va rabattre les sièges, eh bien on n'aura pas un plancher plat, il y aura une grosse marche pour le coffre et une grosse marche pour les sièges. Pas ça super pratique. Est-ce que le côté esthétique, est-ce que le design n'a pas finalement l'a pas emporté sur le côté de la praticité de la voiture au quotidien? Voilà, j'ai vraiment peur par rapport à ça quand tu mets autant de soins dans l'esthétique. Alors il y a des trucs que j'ai vus. Alors il y a le volant, il y a le losange, la barre du losange de Renault et sur le tableau d'instrumentation, sur les 2 écrans que vous avez de 10 pouces, eh bien il y a aussi des barres. Et donc ils nous ont dit mais regardez, on a l'inclinaison des barres sur l'écran qui est exactement la même inclinaison que les barres du logo Renault. Ouais, ok. Il y a même le commodo de levier de vitesse, c'est le design d'un rouge à lèvres de Chanel. Ok, c'est cool pour un designer, je comprends très bien. Mais est-ce que tu fais pas passer ça par-dessus certains autres points de ta voiture? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Donc on est quand même resté sur notre faim. Enfin moi en tout cas, je suis resté sur ma faim par rapport à cette voiture. Je sais que énormément de gens la trouvent magnifique, la trouvent géniale. Mais bon, moi je sais pas trop quoi en penser. Que c'était une présentation, que j'ai envie de dire, assez traditionnelle. Je dirais même, j'ai envie de dire, pour les... Et ne le prenez pas mal, hein, mais c'est pour donner l'image, mais vraiment pour les boomers, quoi. Pour ceux qui sont fans de voitures, qui disent « Ah ouais, cette voiture, je l'ai conduite quand j'étais jeune » ou alors « Ça me fait penser à la voiture de mes parents ». Donc vraiment jouer sur le côté... nostalgie de la voiture. D'ailleurs, je crois que les 3 quarts de la présentation, c'était voilà à quoi elle ressemble, regardez ce qu'on a travaillé sur le design, machin. Donc voilà, moi c'est pas ce que je recherche, bien évidemment, vous le savez, je préfère les présentations à la Tesla où on parle vraiment de la voiture, de la tech, de comment on la conçoit. Ils nous ont dit, on veut la fabriquer en moins de 10 heures, ok, mais explique-moi comment justement, j'aurais voulu voir ça, avoir des infos sur la batterie, avoir des infos sur la conduite semi-autonome, avoir des infos sur le châssis de la voiture, voilà, plus d'informations, peut-être un petit peu plus geek sur la voiture, même si on parle d'un truc geek aussi, je vous ai pas dit, pour le côté boomer, pour le côté à qui va s'adresser cette voiture, il y a, vous savez, ce petit assistant là, Renault, qui va parler avec ChatGPT. Alors, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ChatGPT dans une voiture, personnellement, même si j'adore la tech, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, ce petit assistant, moi, il me fait énormément penser, vous savez, au petit trombone que l'on avait à la fin des années 90 sur Word dans Windows. Donc je me dis, ok, cette voiture, elle est clairement pas à destination des gens qui sont déjà passés à la voiture électrique. Ils ne sont pas à destination des gens qui sont fans des Tesla, des choses comme ça. Mais pour ramener, et ça c'est un bon point, hein, amener dans la voiture électrique des gens qui ont peut-être peur de cette technologie et donc d'avoir le petit assistant là, d'avoir une voiture qui ressemble à une voiture d'avant, ça va peut-être rassurer et ça va amener plein de gens vers la voiture électrique. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Donc on verra. J'ai envie de dire que, hormis le design, finalement, il lui reste quoi à cette voiture? J'avoue que je sais pas trop. Dans la voiture électrique, ce qui va jouer, c'est le prix et encore le prix, parce que la technologie, maintenant, on sait la faire. Et quand on voit des voitures qui vont être, par exemple, des BYD, la petite Tesla qui va arriver, la IC3, je me dis, quel prix devrait avoir cette voiture? S'ils arrivent, Renault, à faire une voiture... La full gamme, hein, je veux dire, hein, la recharge rapide avec la batterie de 52 kWh, 400 km d'autonomie. Mettons qu'ils arrivent à la sortir à moins de 30 000, un bon moins de 30 000, là je pourrais vous dire, ok, ils ont frappé fort, ça sera une réussite. Mais si cette voiture, eh bien, ils la sortent dans les 33, 34, 35 000 euros, alors là, ça va être assez compliqué parce qu'on aura la concurrence chinoise, on aura la concurrence
direct aussi d'une Tesla, d'un modèle Y, d'une modèle 3 qui certes coûte plus cher. Et je suis désolé. Alors, sauf si on a vraiment besoin d'avoir une petite citadine, où là, ça sert à rien d'avoir une voiture plus grande. Mais sinon, si on commence à taper dans les 35 000 euros, on a une Tesla d'occasion, une modèle 3 d'occasion qui est vraiment à moins cher que ça même. Et on commence à taper dans les Tesla neuves avec le nouveau refresh, tout ça. Donc, attention au positionnement tarifaire de cette voiture. On verra. Je vous dis aussi par rapport aux voitures chinoises, on a la BYD Seagull, qui est une petite compacte aussi, qui ressemble un petit peu en termes de taille à cette voiture, qui est à 10 000 euros en Chine. C'est une voiture qui a une batterie entre 30 et 40 kWh. Elle peut faire entre 300 et 400 km d'autonomie. Elle devrait arriver en Europe aux alentours des peut-être 20 000 euros. Donc attention, attention. J'espère que Renault aura la capacité de s'en sortir avec cette voiture. Et je vous parlais tout à l'heure des nouvelles batteries avec les nouvelles chimies. En Chine, il y a des voitures qui ont des batteries maintenant avec du sodium-ion, donc même plus de lithium à l'intérieur. Ça coûte énormément moins cher. On a une voiture qui coûte l'équivalent de 5 200 euros en Chine. Elle devra certainement arriver aussi en Europe. On a une batterie de 25 kWh pour 250 km d'autonomie. Même si on a une batterie qui a moins d'efficience, eh bien finalement on arrive à avoir des consommations proches des 10 kWh au 100. Donc attention là aussi, la guerre des voitures électriques est lancée, la guerre des compacts arrive de plus en plus. Donc on verra, est-ce que le design de cette voiture, le côté rétro, le côté c'est français, est-ce que ça va être capable de lutter par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui arrive? Et puis aussi une question, est-ce que le côté français franchouillard ça marche en France, mais est-ce que ça va marcher à l'étranger? Parce que cette voiture, il va bien falloir la vendre partout et partout en Europe. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé les médias internationaux, je ne sais pas ce qu'ils en pensent un Allemand, un Italien, un Britannique, un Espagnol, je ne sais pas trop. Mais j'espère que voilà, c'est pas trop un délire de designer et un délire de designer franco-français. Donc à voir. En tout cas, c'est super intéressant de voir ce qui arrive. Voilà, des points très positifs, des points que je trouve moins négatifs en tant que passionné de voitures électriques. Un design qui, je trouve joli, mais qui n'a pas pour moi cette force, cette puissance de dire on relance la R5. Pour moi, c'est ouais, ok, la R5. Franchement, pot de yaourt pour moi, voiture, j'ai envie de dire même has-been, je n'en voudrais pas du tout. Mais je respecte totalement que l'on aime cette voiture et que l'on aime les vieilles voitures. Donc, c'est juste mon avis perso. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture en partie commentaire, donc allez-y, lâchez-vous. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de regarder les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner, de faire retentir la cloche, de partager aussi cette vidéo qui est un petit peu différente des autres. Et puis nous on se retrouve très bientôt donc pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!